À un an de la présidentielle, la gauche s'est donné rendez-vous hier à la Bellevilloise à Paris. La gauche, ou plutôt une partie de la gauche, celle qui rêve d'une primaire. L'union, c'est la condition de la victoire. Alors j'entends les esprits chagrins nous dire, presque chaque jour, chaque semaine, vous n'êtes pas prêts. La primaire n'existe pas. La primaire n'aura pas lieu. À eux, nous leur répondons, nous sommes prêts. La date était bien choisie, les 90 ans de la victoire du Front populaire en 1936. Mais le Front populaire nouvelle génération, c'est très loin d'être gagné. Primaire ou pas, Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé sa candidature. De quoi doucher un peu l'ambiance hier soir. Jean-Luc Mélenchon est d'ores et déjà candidat. C'est son droit. Mais cela signifie que la question de l'union avec le leader de la France insoumise est une question fermée. Et il faut avoir le courage de le dire plutôt que d'entretenir une fiction qui nous coûte du temps et de l'énergie. Comme un pied de nez à ce rassemblement, dans la soirée, Jean-Luc Mélenchon mettait en ligne sa lettre, je cite, « au peuple de France ». Mes chers compatriotes, dans moins d'un an, ce sera le second tour de l'élection présidentielle. Nous n'avons rien à voir avec le chaos des rivalités personnelles qui déchirent toutes les autres formations politiques. Et les rivalités personnelles semblent nombreuses. François Hollande dit se préparer, Manuel Valls réfléchir, Bernard Cazeneuve se dit prêt, Raphaël Glucksmann estime, lui, qu'il est trop tôt pour se prononcer. Alors, la gauche va-t-elle et doit-elle s'unir? Avec quel candidat et quel programme? La multiplicité des candidatures, preuve de vitalité de la gauche ou handicap pour accéder au second tour. La France a-t-elle envie d'un président de gauche en 2027? Nos trois invités pour ce débat. Laurent Binet, bonsoir. Vous êtes écrivain, romancier, entre autres Civilisation, Grand Prix de l'Académie française en 2019. Et puis, le journal de campagne de François Hollande en 2012. Par ailleurs, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon lors de sa campagne en 2027. Vous étiez un opposant féroce et burlesque au PS et à François Hollande. Oui, pardon, en 2022. Est-ce que vous soutenez d'ailleurs toujours Jean-Luc Mélenchon pour 2027? Oui, a priori. Oui. A priori. Et selon vous, il y a une force de gauche en tête, celle portée par Jean-Luc Mélenchon, le déluge de critiques qui s'abat sur lui montre, ajoutez-vous, qu'il est le plus important. Le reste de la gauche, c'est résiduel. Pas sûr que Thierry Pech, notamment, sera du même avis, directeur général du think tank Terra Nova. Vous avez publié Sans eux, la France sans les immigrés, et vous considérez qu'il faut que les candidats susceptibles de se présenter fassent un effort de partage d'idées et de programmes, qu'ils montrent sur quoi ils sont capables de faire des concessions. L'union complète de Mélenchon à Cazeneuve, par ailleurs, n'est pas possible. Aurore Malval, grand reporter au service politique de Marianne, bonsoir. Bonsoir. Selon vous, la gauche n'est pas majoritaire dans le pays, donc elle ne peut pas se contenter de s'adresser uniquement à ses électeurs, et vous considérez que le problème est qu'elle ne semble pas dans une position capable d'agréger au-delà de son camp. Et on démarre, Benjamin, avec le slogan du jour. Très original, le voici. Comme Léon, choisissez l'union. Ça rime, mais c'est une référence explicite, bien sûr, à Léon Blum, le héros du Front populaire de la gauche de 1936. Il y a 90 ans maintenant, un slogan entendu hier soir donc, lors d'un meeting dans une salle parisienne, réunion publique, qui rassemblait ceux à gauche qui sont favorables à différents degrés à une primaire pour désigner le candidat de 2027. Mais Thierry Pech, cette primaire, elle semble déjà avoir du plomb dans l'aile, puisqu'il n'y aura pas, a priori, ni Glucksmann, ni Hollande, ni Cazeneuve, et bien sûr, pas Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, c'est un petit peu compromis, si on voit les choses comme ça. Vous ne croyez pas, c'est illusoire. La primaire, ça a marché une seule fois, quand ça a consisté à départager les ambitions personnelles au sein d'une même famille politique. C'est-à-dire quand les chances de voir tous les perdants se réunir derrière le vainqueur étaient très élevées. Toutes les autres fois où on a tenté de le faire, ça n'a pas marché, parce que ça ne sert pas à sélectionner un programme et une primaire. Et donc quand les gens qui sont autour de la table sont si différents, qu'au fond, au lendemain de la primaire, c'est une véritable brouette de grenouilles. Donc Valls, finalement, c'est Hamon qui gagne. Le lendemain, il va soutenir Macron, etc. Ça ne marche plus. Voilà. Et donc, il y a sans doute trop d'hétérogénéité aujourd'hui dans les familles de gauche pour qu'une primaire permette de sortir du chapeau le candidat qui ferait l'unité. Laurent Binet, la faute aussi à Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir joué le jeu de la primaire déjà? Mais non, mais moi je suis d'accord avec ce que dit Thierry Pech, mais on le savait en fait, le coup de Hamon, Valls, Hamon qui remporte la primaire, et la première chose que fait Valls, c'est dire je vais voter Macron, et c'était pas le seul, il y avait de Rugy je crois aussi.
Bon, donc enfin, en 2012, ça a marché. Pardon, François Hollande est sorti du chapeau et il a gagné l'élection présidentielle. Dans des circonstances. Oui, parce que c'était une primaire à deux candidats. Enfin, Strauss-Kahn avait sauté, c'était à l'intérieur du PS. Bon, là, donc en fait, je comprends pas pourquoi on a perdu autant de temps, dans de l'agitation qui n'a même pas, c'est-à-dire Hamon, il l'a payé cher cette primaire. Enfin, il avait quand même gagné, mais là, il n'y a même pas eu. Et il y a 4 ans. Alors c'était pareil, c'est-à-dire que là, il y a eu tout un truc pour faire une primaire, finalement qui n'a rien donné. On est allé chercher Taubira en catastrophe qui s'est retiré, et puis ça a donné Hidalgo à moins de 2%. Enfin tout ça me semblait grotesque en fait. Oui, donc Laurent Malval, en fait ce que dit Laurent Minet, c'est que Jean-Luc Mélenchon espère, lui, que naturellement cette primaire, elle n'ait pas lieu et que la gauche se tourne vers lui. C'est ça sur quoi il mise, si on comprend bien. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, fort de ses précédentes candidatures, fort effectivement de pouvoir dire j'ai été le candidat qui a porté les chances de la gauche aux précédentes élections. Effectivement, il a pu faire ça aussi parce que il y avait pas les candidatures, la candidature d'Anne Hidalgo n'avait pas réussi à trouver son public manifestement, et c'est effectivement toute la gauche qui s'est rangée derrière lui. Donc Jean-Luc Mélenchon, il se dit de toute façon, ils viendront à moi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une gauche qui est encore plus éclatée, qui se définit pas tout à fait encore de la même façon qu'en 2022 vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, aussi vis-à-vis de leurs aspirations. Et c'est vrai que ce côté d'entraînement un petit peu mécanique qui avait lieu, on le sent pas tout à fait aujourd'hui de la même façon. C'est d'ailleurs pour ça que les fameux unitaires, qui n'ont d'unitaire que le mot, parce que il manque beaucoup de monde pour faire l'unité. L'unitaire, c'est ceux qui étaient à la Bellevilloise hier. Exactement, ceux qui s'inspirent, qui voudraient ressusciter le Front populaire de 1936. Voilà, c'était le 90e anniversaire. En fait, ils essaient de susciter un élan, une dynamique, mais qui n'existe pas. Aujourd'hui, la dynamique n'existe pas. Et en fait, elle existe d'ailleurs pas vraiment à gauche aujourd'hui. Mais vous avez, excusez-moi, vous avez oublié, vous dites que ce n'est pas tout à fait la configuration d'il y a 5 ans. Mais en fait, si. Il y a 5 ans, moi je me souviens très bien, Fabien Roussel expliquant à vos confrères, non mais bon, il ne faut pas se leurrer, il n'y aura pas de candidat de gauche au 2e tour, et pas plus Mélenchon qu'un autre. Donc les dispositions étaient exactement les mêmes en fait. Alors écoutez, en tous les cas, Clémentine Autain, qui est candidate à la primaire, elle fait partie de ces unitaires pour 2027, elle lance un appel au réveil de la gauche. Écoutez-la. La question, elle est de savoir si ce 5 mai, c'est le chant du cygne ou le sursaut. Parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. L'union, avec la primaire, elle a du plomb dans l'aile. L'enjeu, ce n'est pas l'avenir de nos petites boutiques, les égos des uns ou des autres. Ce n'est pas non plus l'issue du concours de testostérone qui a l'air d'être déjà organisé. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes en lice, Thierry Pêche, ça ressemble à un appel désespéré de Clémentine Autain. Quand en face, Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit offrir déjà une proposition carrée, avec lui comme candidat, et un programme déjà ficelé. Je suis d'accord, et c'est rare, avec un point de ce que dit Mélenchon, quand il dit, écoutez, au moins Glucksmann, il est clair, il est contre moi, il ne fait pas semblant, on est différents, on a 2 lignes différentes, que les autres choisissent. Voilà. Ces deux-là sont d'accord, au fond, pour être en désaccord, pour être le lieu du clivage, enfin l'endroit entre les 2 personnes entre lesquelles passe le clivage. Et donc, ils condamnent les autres à faire une compétition de perdants, quoi. S'il y a une primaire, ce sera la primaire des losers. Et d'ailleurs, Clémentine Autain le dit clairement. Voilà. Donc, c'est un peu plié, cette affaire. Je pense que c'est même pas un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la gauche, à cet état de fragmentation, ne peut pas aller très loin. Et je ne crois pas, moi, peut-être contrairement à mon voisin de gauche, que l'histoire peut se répéter en mieux pour Mélenchon en 27 par rapport à ce qui s'est passé en 22. Mais donc, c'est déjà ce qu'on disait en 22 à propos de 2017. On disait, il ne refera pas le coup de 2017. Bon, mais à chaque fois, il monte. L'histoire se répète. La première fois, c'est une tragédie, la deuxième, une farce. Vous connaissez l'histoire. Mais donc, elle se répétera peut-être juste pas. Et donc, il faut faire en sorte de réduire la fragmentation. Et pour ça, il faut partager des idées, tout simplement. Tant qu'on n'a pas un leader, eh bien, il faut au moins partager des idées. Voilà, je crois. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, précisément, à propos des idées, à propos des sujets qui peuvent rassembler, mais il y a aussi des sujets tabous, desquels il est difficile de parler. Il y en a un, l'immigration.
tabou à gauche ou pas? On en parle avec vous, Anna. C'est en tout cas un sujet très sensible, mais qu'a décidé d'incarner François Ruffin, ex-membre du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle, quitte à créer la polémique. Le 28 avril, 3 jours après le lancement officiel de sa campagne à Lyon, il est interrogé sur France 2 au sujet de l'immigration étrangère. Il déclare qu'il y est hostile pour le travail. Pour donner un peu de contexte, la veille, Emmanuel Macron était en déplacement dans un hôpital en Ariège et il s'agaçait de voir que les médecins étrangers ne pouvaient pas exercer facilement en France. François Ruffin, lui, estime que la France doit avoir ses propres médecins plutôt que de recourir à des étrangers exploités et mal payés, je le cite. Lui défend plutôt l'idée de la formation et de salaires décents qui permettent de rendre ces métiers désirables. Il n'en a pas fallu plus pour faire sauter au plafond une grande partie de la gauche et notamment les insoumis. Ça s'appelle reprendre les vieilles recettes de l'extrême droite. Clin d'œil aux fachos, a-t-on pu entendre de la part de son ancien clan. Opposer travailleurs étrangers et français, c'est dangereux, a réagi la députée écologiste Léa Balage-Elmariki. Quant à Clémentine Autain, autre dissidente LFI, elle se dit en total désaccord. L'immigration, pour elle, c'est une richesse. Je ne veux pas que l'on charrie l'imaginaire de l'extrême droite sur la préférence nationale. Laurent Binet, est-ce que c'est la preuve quand même que la gauche est incapable de se rassembler, de trouver un compromis sur l'immigration, en l'occurrence, qui est une des préoccupations majeures des Français, et puis peut-être sur d'autres sujets aussi? Là, il me semble qu'il y a quand même une relative unanimité pour condamner ce qu'a dit François Ruffin. Donc, la preuve que si, il y a des points de concorde. Là, c'est le problème, j'ai l'impression, vient plutôt du point de vue de la pensée de gauche. Le problème, c'est François Ruffin qui s'est un petit peu isolé avec ses déclarations. Mais mais vous pensez qu'il y a une possibilité de programme commun entre toutes ces tendances de gauche aujourd'hui, qui peuvent se retrouver sur l'économie, par exemple sur la réforme des retraites? Ils ne sont pas d'accord, clairement, je veux dire. 60 ans toujours pour LFI, la gauche d'Olivier Faure n'est pas sur ce créneau-là. Non, mais c'est ça, oui, mais alors ça dépend de quoi vous parlez. C'est-à-dire que moi, je suis encore une fois d'accord avec Thierry Pech, il y a deux pôles. Ça fait beaucoup. Oui, c'est louche. Oui, mais vous voulez deux candidats en même temps. Ça, vous êtes d'accord, mais vous ne voulez pas le même candidat. Voilà. Pour vous, c'est notre candidat de la gauche. Ceux qui doivent se décider, d'un côté, il y a le PS, de l'autre, la France Insoumise. Ceux qui doivent se décider, c'est ceux au milieu, c'est les écolos et le Parti communiste. Moi, il me semble qu'au niveau du programme, des idées, de l'idéologie, naturellement, les écolos et le PC devraient pencher plutôt vers la gauche, c'est-à-dire vers l'AFI. Visiblement, c'est pas aussi simple pour eux. Je pense que historiquement, il y a il y a une habitude de l'inféodation au PS dont ils ont du mal à s'affranchir. Il y a une possibilité de programme commun encore ou pas du tout? Le programme commun, il a existé aux législatives, il a existé 2024. Avant. Porte toujours en lui beaucoup d'espoir et aussi beaucoup de déception. Parce qu'effectivement, c'est souvent des programmes qui sont un petit peu bricolés. D'ailleurs, moins on a de temps pour les préparer, mieux c'est. Ça évite de trop se fâcher en interne des mouvements. C'était ce qui s'était passé d'ailleurs pour les législatives. Effectivement, il y a des points de désaccord. Mais quand je vous entends, en fait, c'est exactement ça qui se passe à gauche. C'est-à-dire autant les tenants, je dirais, de la social-démocratie que justement les partisans de la France insoumise envisage très bien ces deux pôles de la gauche et cette démarcation claire. Ce qui marche moins, vous dites le PS, mais le PS est très clivé sur cette question. Tout le monde au PS ne se reconnaît pas de la social-démocratie. Boris Vallaud, justement, lorsqu'il parle, par exemple, de la démarchandisation, c'est-à-dire de soustraire aux principes néolibéraux un certain nombre de domaines, il ne va pas du tout, il porte une proposition d'ailleurs qui économiquement peut être radicale et qui n'est pas du tout celle d'un Raphaël Glucksmann. Oui, vous allez dire peut-être que c'est cosmétique, mais je veux dire, c'est des débats qui agitent aujourd'hui le Parti socialiste. Et d'ailleurs, on voit bien qu'hier soir, il y avait Olivier Faure qui était présent à la fameuse Bellevilloise, sans avoir le mandat d'ailleurs de son parti pour l'engager justement dans cette primaire. Et on voit bien aussi en même temps un peu un affaiblissement du Parti socialiste. Entre aussi une guerre de personnes, parce que finalement, idéologiquement, il n'y a pas non plus grand-chose qui sépare les différentes nuances. Mais par rapport à un Raphaël Glucksmann, qui n'est pas dans le parti, qui n'est pas issu du parti, c'est pas non plus tout à fait les mêmes options idéologiques. Laurent Binet, après Thierry Pech. Il y a surtout une démarche très opportuniste de la part du PS, qui se rappelle une fois tous les 5 ans qu'il est censé être de gauche. Mais là, ils sont à 2 doigts de nous refaire le coup de mon ennemi, c'est la finance. Le problème, c'est que justement... C'était François Hollande, ça. François Hollande a tellement
a tellement frappé fort avec ce qui s'est passé en 2012. Hein, c'est vous qui l'avez suivi en campagne, rappelez-vous. 2012, mon ennemi, c'est la finance. Bon, c'est ce qu'il fallait dire pour parler à un électorat de gauche. Simplement, il a tellement renié, enfin son quinquennat était tellement à l'inverse de cette phrase programmatique qui était forte que maintenant le PS est complètement inaudible. Alors Boris Vallaud, qui vous voulez, là soudain, qui joue les gauchistes, ça fait doucement rigoler. À mon avis, moi d'abord, mais je pense l'ensemble des électeurs de gauche, et ça donne quand même le problème du PS. Il est symbolisé par ce qui s'est passé cette semaine, je crois. Olivier Faure, il va dans une manif, il se fait enfariner. Ça, c'est quand même un problème pour un. Pardon. Oui, c'est vrai. Glucksmann se fait aussi exfiltrer des manifs. Quand on prétend être candidat de gauche, c'est un problème. On ne gagne pas les élections dans les manifs. Et on parle de la politique comme si c'était un Monopoly avec des petits territoires bien fixes, le PS, le ceci, le cela. En réalité, le PS, pardon de dire comme ça, on s'en fout un peu aujourd'hui. La question, c'est où sont les électeurs Les électeurs. D'accord. Voilà, c'est ça, décidément. Et alors, ils sont... non, mais voilà, la question, c'est ça. Une partie des électeurs en 2017, les électeurs de la gauche, sont partis chez Macron. Voilà. Ils sont jamais vraiment revenus. Ils sont un peu revenus aux européennes chez Glucksmann, mais ils sont jamais vraiment revenus. Et les autres le rapport gauche-droite sans eux, il est perdant pour la gauche. Il est clairement perdant. Donc on peut faire comme s'il n'existait pas, on peut faire comme si la summa divisio, c'était Mélenchon versus le PS, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à trouver une majorité, d'ailleurs pas simplement pour la présidentielle, mais pour avoir une majorité 3 semaines après aux législatives. Et le barrage contre l'extrême droite ne peut plus être un ciment commun. Mais on a bien vu, le barrage contre l'extrême droite, ça fait 2024. Le seul message clair est un message négatif, mais vous ne savez pas ce que les Français veulent, vous savez ce qu'ils ne veulent pas. Ça ne suffit pas à construire une politique. Et on voit bien le marasme dans lequel on est. Donc il faut qu'en 2027, on sorte de la séquence avec une majorité de gouvernement. Bon, et cette majorité de gouvernement, je finis juste là-dessus, la question, c'est pas comment on rabiboche Clémentine Autain et Olivier Faure. C'est accessoire. La question, c'est comment on trouve, autour d'une proposition, non seulement pour la présidentielle, mais la législative, on trouve 25% des Français. De société, en somme. On va remonter le temps pour voir ce qu'il en est autour des nombreuses coalitions et unions des gauches qui ont existé en France en 1902, le Bloc des gauches, en 1936, donc le Front populaire, et en 1972, Georges Marchais, secrétaire général du PC, Parti communiste, qui se réjouit de l'accord du programme commun de la gauche conclu avec François Mitterrand, alors premier secrétaire du Parti à la Rose. C'est notre archive du jour. Les deux délégations ont approuvé l'accord réalisé sur le texte d'un programme commun de gouvernement. Elles ont décidé de soumettre ce programme à l'approbation de leurs organismes de direction respectifs. Le texte en sera remis à la presse le 27 juin à 17h au siège du Parti socialiste. Cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. Et je suis profondément convaincu que demain, l'enthousiasme sera grand dans les entreprises, les villes et les villages de ce pays, parmi les forces ouvrières démocratiques et nationales. C'est un événement d'une très grande importance. Or, Malval, tout ça, c'est derrière nous, ça ne peut plus avoir lieu. Il y a trop de nuances dans cette gauche-là. En préparant l'émission, Laurent nous disait peut-être avec provocation que Jean-Luc Mélenchon était social-démocrate. Alors, est-ce que, aujourd'hui, il est le dénominateur commun ? En soi, effectivement, Jean-Luc Mélenchon n'est pas l'extrême gauche révolutionnaire comme il est parfois qualifié par ses adversaires. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans les structures de la République, même s'il veut en changer. Mais d'ailleurs, c'est même le cas aujourd'hui du programme des unitaires de passer à la 6e République. Est-ce que l'union est impossible ? En fait, l'union à gauche, elle se fait souvent en dépit de toutes les différences programmatiques. Et c'est d'ailleurs ce qui entraîne ensuite la désunion et son affaiblissement et les procès en trahison. Lorsque le Front populaire, qui est aujourd'hui magnifié comme un référentiel merveilleux, en 1936, les différences entre le parti, enfin les socialistes de Léon Blum et la SFIO et le PCF de Thorez sont bien plus importantes que ce qui sépare aujourd'hui les socialistes d'ailleurs de la France insoumise. Les noms d'oiseaux et les radicaux aussi de l'autre côté, effectivement, et les noms d'oiseaux qui sont échangés sont encore plus violents. Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas advenir. Ils ont duré combien de temps ? Il a duré
combien de temps le Front populaire? Ça s'est très rapidement effondré dans la guerre, dans les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Il n'avait pas besoin de durer plus longtemps pour apporter des acquis sociaux. Il a aussi se heurté au réel. C'est un point intéressant. Thierry Pech, par exemple, aujourd'hui, en 2026, est-ce que la France a encore envie d'avoir un président de gauche? Tout simplement. Ça, on va voir. Laissez-la parler. Non, parce qu'il y a une droitisation, on dit, de l'électorat. Est-ce que c'est pas ça la vraie raison? Et que la gauche, pour gagner, doit aller chercher un électorat de centre-gauche et un peu plus aussi à sa droite. Vous parliez tout à l'heure de 25% d'électeurs à aller chercher. Est-ce que ces électeurs-là, aujourd'hui, ils ont envie vraiment d'aller voter à gauche? Oui, je crois que c'est possible. Ça dépend de ce qu'on leur propose, tout simplement. Et donc, je reviens un instant sur 36, parce qu'on oublie un truc. On dit 36, les acquis sociaux, etc. Les acquis sociaux, ils sont dans la foulée d'un mouvement social, et pas simplement d'une élection. Le programme du Front populaire, à l'époque, c'est minoritairement des communistes qui adhèrent sans participer, plus la SFIO et les radicaux. C'est un programme assez rangé, assez sage, en réalité. Mais c'est parce qu'il y a le mouvement social, les grèves, qu'on a la semaine de 40 heures, etc. Donc, pour que ça se produise à nouveau, quelque chose comme ça, il faudrait que la société le demande et le réclame. On n'a pas ça aujourd'hui, attention. Il y a quand même des millions de personnes dans la rue quand il y a une réforme des retraites. Mais qui ne mettent pas la pression sur l'union. C'est-à-dire que c'est ce qui se passait en 1936 aujourd'hui. Mais l'union, là, j'ai écouté votre reportage avec Georges Marchais. L'union n'est pas obligatoire pour gagner, puisque c'est en 72, en 74... Il y a l'union, il y a ils perdent. Et en fait, donc là, vous dites que c'est pas grave si la gauche est désunie, elle peut quand même gagner. Parce qu'après, vous envisagez que tout le monde se range derrière Jean-Luc Mélenchon s'il arrive au deuxième tour. Oui. Si c'est pas au premier tour. Alors, les sondages de deuxième tour vont être une difficulté réelle pour Mélenchon, parce que il est le cadeau, le rêvé par l'extrême droite au deuxième tour. Il est celui que l'extrême droite bat à plat de couture. Alors, je suis pas sûr que Bardella, il rêve de se retrouver en face de Mélenchon au débat du deuxième tour. Bien sûr que si, mais bien sûr que si. Non, d'ailleurs, je vous parie qu'il ne l'acceptera pas. Il n'y aura pas de débat de. Oui, il a déjà prévu. On en reparlera ici. Aurore Malval. Je disais, le problème du candidat de gauche aujourd'hui au second tour, c'est que quel qu'il soit, même un représentant bon teint de la social-démocratie comme Raphaël Glucksmann, eh bien, il n'arrive pas à passer ce plafond de verre et à susciter pour lui le barrage républicain. C'est-à-dire que le barrage républicain, aujourd'hui, il n'existe plus que pour les électeurs de gauche. Donc ce sont eux... en tout cas, vous dites que les sondages vont être un problème pour Mélenchon. Les sondages sont aujourd'hui un problème pour tous les candidats de la gauche qui prédisent perdant contre le Rassemblement national au second tour, contrairement d'ailleurs à un candidat de centre-droit. Une vraie différence. Mélenchon est beaucoup plus largement rejeté que ne le sont les autres. On se retrouve dans un an, et même moins que ça, pour en reparler. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus débattre.